Bonsoir à tous, merci de votre présence comme vous le savez, ce soir on reçoit une immense championne représentant à la fois le tir français mais également le sport français. Bonsoir Delphine, commençons. Bonsoir Pierre, bah écoute, très bien, super bien. Tu as souhaité, tu as souhaité que ton père soit avec toi ce soir, parce que effectivement, comme tous les pères d'anciens juniors, ce sont eux qui sont à l'origine des passions souvent et qui supportent la charge du coup de la pratique d'un sport depuis le départ. C'est bien ça. Hein. Tu as tout à fait raison, c'est bien pour ça que je voulais absolument qu'il soit présent, parce que sans lui, il n'y a pas de début, donc il n'y a pas tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'il a fallu un peu de, un peu de patience, on va dire, et de passion aussi, pour m'accompagner pendant toutes ces années. Alors bonsoir Jean-Pierre, hein. Enchanté, comme tu le sais, que tu participes à ce live. Je sais que tu es particulièrement fier de ta fille et comme le papa dans tous les sports, mais dans le tir un petit peu, c'est encore plus. Mais moi, je connais ça avec mon papa aussi, qui m'a qui m'a sorti, qui m'a donné la passion. Je suis très heureux de t'avoir aux côtés de Delphine. On va commencer par le commencement. Donc, bon, date de naissance, mais on va peut-être commencer à l'âge de 9 ans. Je crois que c'est à peu près autour de cet âge-là que tu as commencé à t'intéresser au tir, je crois. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, en fait, ça faisait déjà ouais, au moins 1 ou 2 années que je suivais mon père déjà à la chasse. Enfin, j'essayais de le suivre parce que lui, il marchait pas, il courait. Et puis après, il s'est pris de passion pour, à l'époque, les fameux ballots de paille. Et Mhm. puis, moi, je trouvais ça super drôle, rigolo de tirer sur des assiettes qui volent, de casser un Mhm. peu de vaisselle. Et voilà, on a commencé avec un calibre 410. Mhm. Et bon, je n'en cassais pas de trop, hein, forcément, au départ. Et puis après, un calibre 20. Et puis le Après mon passage. fusil. Ouais, voilà, ton fusil. Et le calibre 12, ça a été un passage, j'avais un petit peu la trouille à l'époque, je me rappelle. J'avais Mhm. peur du recul. Et en fait, ça s'est passé super Mhm. bien. Et il y avait juste une petite appréhension. Voilà. Et j'ai commencé après par la fosse universelle. Finalement, la balle de paille, c'est vraiment la révélation. C'est pas un truc qui a, qui a, qui a mijoté dans notre truc. Non, vraiment, tu tires et puis bon, c'est un truc qui te plaît directement. Exactement. Ça s'est passé exactement comme ça. Alors, Jean-Pierre, c'était déjà à 9 ans, c'était une compétitrice. Je crois que c'était. Je pense qu'elle a été compétitrice ouais, très très jeune. Hein, très jeune. Très très jeune. Même à l'école, quelqu'un devant elle, c'était c'était la cible à abattre, dirons-nous. Hein. Non, non. C'est À dépasser. à dépasser, ouais, oui, par Ouais, le rapport. terme est plus approprié. Le terme est plus Oui, approprié. Ouais. Me- Tu es oui. né à Melun et Delphine, je crois que ben, cette région de Melun, c'est la de France, reste pour elle le projet de toute sa vie. Quoi. Alors, en fait, Melun, c'est vrai que j'y suis née, mais là, vraiment, la ville, ma ville d'adoption, c'est Dame-Marie-Lélis. Mes parents habitent juste à côté de la forêt de Fontainebleau. Et moi, j'aimais beaucoup me ressourcer, en fait, en forêt. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui je vis dans les Yvelines, je suis près de la forêt de Rambouillet. Donc, j'ai pas changé mes habitudes. Et je reviens assez fréquemment aussi chez mes parents pour déjà pour les voir bien sûr, et puis pour me ressourcer dans cette forêt où j'ai tout vécu en fait, dans le sens où j'ai eu comme tout bon sportif des belles victoires, mais aussi des défaites douloureuses, et où cette forêt j'ai pu crier dedans,
j'ai pu m'exprimer pleinement. Et comme je fais un peu de course à pied, souvent j'allais courir en forêt de Fontainebleau et je continue d'ailleurs avec des amis qui me sont proches. Et on y reviendra tout à l'heure encore pour la bonne cause. Alors tu me dis que tu as commencé par l'université. Eh oui. Exactement. Ça a été le début. Ouais. Donc au début, tu as commencé à développer des compétences de haut niveau, déjà à l'université. Oui, là en fait, il y a eu un point, on va dire, là où j'ai vraiment commencé à bien tirer, c'était en 94. Et c'est l'année où j'ai fait le choix de la fosse olympique. Parce que bon, avec mes études, plus, enfin, faire 2 disciplines, c'était un petit peu compliqué. Puis j'avais toujours en tête de pouvoir participer un jour aux Jeux, même si à l'époque, en fait, c'était une discipline mixte. Et la première fois où on a pu avoir notre catégorie, c'était en 2000. Et je me rappelle très bien, donc, alors cette fameuse année 94 où je termine deuxième au championnat d'Europe à Villeneuve-sur-Lot, en FU, et où en fait je n'assiste pas au podium parce que j'avais un examen à passer pour mes études. Du coup, c'est Morissette Colavito à l'époque qui a récupéré ma médaille. Et cette année-là, en fait, je suis rentrée en équipe de France de fosse olympique et je l'ai plus quittée jusqu'en 2017. Voilà. Et L'olympisme, c'est quand même tes moteurs. Le sport, oui, mais c'était aussi parce que les Jeux Olympiques ont présenté chez toi Beaucoup. un idéal de sport, de- oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors à l'époque, je suivais aussi Muriel Chavassieux qui excellait aussi dans la discipline. Puis après, elle s'est mise aussi au double trap et d'ailleurs, ça s'est aussi très très bien passé pour elle. Et si tu veux, à ce moment-là, en 97, on apprend qu'il y aura une catégorie des femmes, notamment en fosse olympique, à partir de Sydney. Et là, en fait, mon seul objectif, c'était d'aller au jeu. Et ça n'a été que mon guide en fait, tout au long de ma carrière. Les Jeux Olympiques plus que tout le reste. oui, pour les plus jeunes, là, entre nous, les Lénards, ça leur paraît évident, des décors et tout, mais il faut se rappeler, en 2000, jusqu'à plus, il n'y avait pas vraiment de spécificité Non. pour les dames, ce qui paraît être presque grossier aujourd'hui, qui à l'époque était la vérité. J'ai l'impression d'avoir participé un petit peu aussi voilà, entre guillemets, à la libération du féminisme, y compris dans ces sports qui n'avaient pas encore pris conscience de l'égalité des sexes. Oui, bah, c'est exactement ça. Et c'est vrai que je dirais la tireuse qui nous a le plus aidé à ce niveau-là, c'est Suzanne Latras, qui était une très très grande tireuse et qui, elle, a œuvré toute sa vie pour qu'on ait notre catégorie. Et après, deuxième étape, et c'est seulement maintenant que enfin, depuis, je sais pas, 2-3 ans, que c'est enfin la vérité, c'est-à-dire qu'on tire le même nombre de plateaux. Ce qui n'était pas le cas au tout début, quand on a eu notre catégorie, on tirait 50 plateaux de moins que les hommes. Alors que précédemment, on tirait 200 plateaux comme les autres. Donc, voilà, sauf qu'il y a eu en 92 à Barcelone cette chinoise en ski olympique qui bat tout le monde. Et ça, c'était moyennement passé, je pense, à l'époque. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a interprété, vu ce qui s'est passé par la suite. Et c'est vrai que c'était très frustrant pour nous au départ de ne tirer que nos 75 plateaux plus la finale. Et puis, bah, après, on va dire que après tout, enfin voilà, plus récemment, en fait, tout s'est rétabli. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une évolution, mais qui a débuté un peu avant les années 2000, effectivement. Oui, absolument. Il a fallu plus de 20 ans, quoi. Demain. Eh oui. Enfin, je veux dire, c'est hier. C'est hier et il faut que les gens se rendent compte qu'il y a des gens
en 2000 pour que le code féminine soit reconnu dans le discours de l'Olympique. Exactement. Et je dirais que... C'est ce que Oui, vas-y. Non, juste pour revenir sur des noms que tu as cités tout à l'heure, tu as cité Morissette Collado, Muriel Chavassieux, excuse-moi aujourd'hui, Muriel Chavassieux, bon, je ne sais pas et puis Suzanne Grasse, quand tu démarres, toi, tu es la jeune débutante C'est ça. dans l'équipe de France, comment ça se fait, à côté que ce soit Morissette ou Muriel en France, et puis Suzanne Lacrasse, qui était un petit peu antérieure également. C'est des noms et en France, c'était sûrement une des grandes périodes qui revenait avec Oui. championnes avec toi, qui pointaient son nez. Il faut leur rendre, je crois, aujourd'hui, parce que c'était surtout des gens aussi qui avaient une mentalité au-dessus de la moyenne. Oui, tout à fait. Ton palmarès, une carrière assez longue, hein, qui aujourd'hui, qui a toujours, qui est bien à dire, tu as décidé de te retirer Oui. de tout ça, mais c'est une longue carrière et ton palmarès, est-ce qu'il ressort un petit peu, à peu près, c'est à peu près, mais qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui de ton palmarès? Alors, bon, déjà, c'est vrai que ce championnat d'Europe FU à Villeneuve-sur-Lot, ça a été un super moment. J'ai senti qu'il y avait quelque chose en fait qui était en train de naître. Et puis, j'irais le deuxième grand événement, ça a été le championnat du monde où j'ai gagné mon premier quota olympique. Et là, honnêtement, je m'étais vraiment battue pour essayer de faire ce fameux podium au championnat du monde. Où je termine 3e et en fait où je découvre que je gagne ce quota. Parce que c'est vrai que j'avais pas du tout calculé qu'il y avait cette possibilité de quota à l'époque. Et là pour moi c'est signe de Jeux Olympiques. Donc en fait le rêve de ma vie, exactement, il devient réalité. Bon, sachant qu'après bien sûr il faut remplir les critères de sélection imposés par la fédération. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de doute possible, quoi. Dans ma tête, à ce moment-là, quand je gagne ce quota, je pars au jeu, quoi. Et Tu décroches aussi une médaille de bronze. de bronze, exactement. C'est ça. Ouais, exactement. Très beau stand au milieu des bois. C'était à quelle période? Alors attends, ça devait être. Si je ne m'abuse, c'était août ou septembre. J'avoue que j'ai plus la mémoire du mois. Question, si c'est le mois d'août, par exemple, enfin, c'est pratiquement Oui, tout à fait. Il faisait jour tout le temps. Et c'est quand même une condition très particulière par rapport au sommeil, par rapport à toute chose. Il a fallu que vraiment tu t'habitues chaque semaine à cette condition un petit peu particulière. Oui, alors j'ai la chance d'avoir un très bon sommeil et de dormir à peu près n'importe où. Voilà, j'ai cette chance-là. Du coup, c'est vrai que c'est un atout pour pouvoir récupérer, on va dire, et pour pouvoir reposer le mental, pour être capable après d'être performant en fait sur les stands de tir. Donc, C'est très important parce que le dénominateur commun à tous les grands champions, outre leur qualité, par exemple, bon, on a parlé de notre talent de Michel Carrega, moi, il dormait partout, mais quand je te dis qu'il était capable de faire une sieste, la nuit, des fois on avait des chambres à deux à l'époque, c'était pas des chambres. Tu allais le lit, tu disais, il dormait, et puis c'est terrible, mais le sommeil est essentiel pour le tireur. Ça, c'est sûr, c'est là où on récupère. Complètement. Absolument. Donc là, tu es ton quota, et puis alors là, tu es la préparation pour les premiers Jeux Olympiques ouverts aux dames, et puis, forcément,
les Olympiques, et alors là, c'est la préparation. Tu te rappelles, tu peux nous raconter un petit peu? Alors, oui, alors on avait fait des stages et notamment on avait été faire un stage à l'époque à Thiers, je me rappelle très bien, sur le stand de Thiers. Et à l'époque, donc Marc Ménessi était l'entraîneur et je me rappelle très bien qu'une fois, il m'avait un peu poussé dans mes retranchements et je crois que j'avais failli lui mettre ma crosse sur le coin du nez à l'époque. J'étais voilà, j'étais calme, mais pas plus que ça quand même. Et ça c'était rigolo. Alors on a fait pas mal de vélo, de marche, du tir bien entendu, mais on a vraiment passé un super moment là-bas. Je me rappelle très bien de cette période-là. Et puis à côté de ça, en fait, je faisais du vélo. Mon père m'avait acheté un vélo de course pour faire pas mal de vélo. Du vélo et à l'époque, pas encore de la course à pied. À l'époque, je faisais plutôt de la marche. La course à pied, c'est venu après parce que déjà, j'étais beaucoup plus lourde à l'époque. Et du coup, voilà, enfin, ça a été ça. Et puis après, à l'époque, en fait, je faisais essentiellement un peu de sophrologie, mais j'avais pas vraiment on va dire, d'aide de préparateur mental. Et je me suis un peu, on va dire, auto-préparée à ce niveau-là. Mais étant donné que j'avais un objectif bien précis, c'était d'aller gagner les Jeux de Sydney, parce qu'en fait, c'était ça l'objectif de l'époque. Quand déjà, la première étape, ça a été la Coupe du Monde pré-olympique, où là, je découvre le stand, je découvre l'ambiance olympique, et je me laisse complètement transporter, et je trouve que c'est beau. Alors l'Australie, c'est un pays, voilà, c'est un pays en fait que je voulais absolument voir, visiter, et du coup, je suis absolument pas déçue. Les Australiens sont adorables, les paysages sont magnifiques. On est complètement dépaysés, et du coup, je vis cette Coupe du Monde pré-olympique où d'ailleurs Suzanne termine deuxième derrière moi, Suzanne Matras, mais où je vis vraiment. Et c'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu se dire, bah, ça va me mettre la pression par rapport au jeu, qui déroulait un peu moins de 6 mois après. Et pas du tout, quoi. J'avais juste envie de reproduire. Alors, c'est vrai que la veille du match, j'ai pas dormi. C'était rare chez moi de pas dormir, mais là, pour le coup, j'avais tellement la trouille de passer à côté que c'est vrai que. Mais j'avais tellement bien dormi les jours d'avant, si tu veux, que j'avais fait le plein et que je pouvais me passer d'une nuit correcte la veille du match, en fait. Et du coup, c'était rigolo parce que à l'époque, j'avais pris un caméscope et j'avais demandé à un des membres de l'équipe de France de me filmer pendant. Et en fait, je n'ai aucun souvenir de comment j'étais. Heureusement qu'il y a le film, hein, du coup, qui me résume ça, parce que il y a plein de choses. En fait, j'étais tellement concentrée, tellement dans mon match, qu'il y a plein de paramètres que j'ai oubliés euh, pour être capable, en fait, de me centrer sur l'objectif final. Et c'est vrai que la première série, je me rappelle très bien, je dois louper 3 plateaux dans les 10 premiers. Donc là, je me dis, va falloir arrêter l'hémorragie. Donc je me suis remobilisée, j'ai terminé comme ça. Donc le stand de ciné était très difficile. Et là où vraiment je me suis complètement libérée, c'est en finale. À partir du moment où j'étais en finale, plus rien ne pouvait m'arrêter. Et on est passé tout près du coup du bonheur, puisque même en réalisant 25 en finale, je termine deuxième derrière la, comment, Lituanienne. la lituanienne, voilà exactement, avec un plateau. Et son dernier plateau, à l'époque, il y avait deux cartouches par plateau en finale. Elle le casse miraculeusement au deuxième coup, mais bon, c'était son jour, quoi. Donc voilà. Et je m'amuse vraiment à dire que j'ai vraiment gagné cette médaille d'argent, parce qu'il faut savoir que pendant la finale, j'avais Suzanne Kiermaier qui était juste avant moi, qui me précédait, et à chaque fois qu'elle tirait, qu'elle cassait un plateau, le public allemand applaudissait, se levait, enfin voilà. Et à chaque fois, en fait, je profitais de ce temps-là pour prendre encore plus de temps dans ma préparation. Parce que j'estimais être gênée, en fait, par le public. Et comme j'étais en finale des Jeux, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre ça comme un plus pour bien me préparer sur chaque plateau. Donc voilà, j'ai dû en doubler un, je crois, un ou deux sur cette finale. Mais j'étais vraiment
j'étais vraiment, entre guillemets, j'ai réussi à me transcender à ce moment-là. Et c'est ça quand on arrive à le faire, on peut pas le faire toujours, parce que c'est vrai que pour se mettre vraiment dans ces conditions-là, il faut vraiment s'élever psychologiquement parlant, et se faire confiance, parce que je crois que c'est ça l'élément le plus important dans n'importe quel sport, c'est qu'il faut être capable de se faire confiance. Tout se fait, en fait, c'est comme un examen. En fait, un examen, on le réussit pas le jour de l'examen, on le réussit dans sa préparation. C'est-à-dire, si on est capable, techniquement, psychologiquement, physiquement, de se préparer à un événement, sauf cas exceptionnel, ça passe. Par contre, si on se prépare mal, il y a des petits points d'accroche pendant notre préparation où on a des événements extérieurs qui viennent nous perturber, on est sûr de passer à côté. C'est ça que je retiens. Tu ne peux pas trouver assez important, concentré sur. Exactement. D'ailleurs, ce que je note, c'est pas vraiment, je vois tes paroles, tu le sais, mais deux choses sont. Comme tu dis, je ne me rappelle plus de rien. Et quand tu dis que tu es tout là, il y a une phase où tu peux raconter dans le détail, seconde après seconde, ce qui s'est passé, même. Bah oui, ça fait 20 Oui, c'est ça. Et puis il y a des choses, tu les vois sur la caméra parce que je me fais filmer et tout, tu te dis, je m'en rappelle même plus. C'est là, c'était tout ton esprit était, Oui. Et, très très bien décrit dans tout ce que tu as dit. ouais, alors, celui qui m'a préparé aussi à tout ça, c'était mon premier entraîneur, donc Lino Percello, avec qui j'ai toujours des contacts, bien entendu, parce que c'est comme mon père, mon deuxième père, hein, c'est-à-dire que on a commencé ensemble cette aventure. Il m'a, il m'a, il m'a, il m'a un peu maté, parce que c'est vrai qu'au départ, les cartouches partaient un peu dans tous les sens quand je ratais mes plateaux, et j'avais le droit à quelques coups de planche sur la tête, et puis à refaire et refaire des plateaux jusqu'à ce que je m'épuise et que j'arrête de jeter les douilles partout. Mais Lino, en fait, avant ce départ pour ces jeux où j'y allais en fait seule, puisque voilà, on était, enfin, je veux dire seule dans l'environnement familial, il y a des personnes qui m'accompagnaient, et même si j'avais bien sûr l'équipe fédérale autour de moi. Mais c'est vrai, quand je pars pour ces Jeux Olympiques, en fait, il me dit, écoute, c'est comme si tu allais faire un super banquet, prends ton temps, savoure chaque instant, chaque seconde, tout ce qui passe, prends-le comme un cadeau. Et c'est vrai que ces paroles-là, en fait, sont restées en moi, et je me rappelle très bien quand je rentre dans le stade olympique à la cérémonie d'ouverture, et où là, tu te prends un choc émotionnel très puissant, parce qu'en fait, quand tu rentres dans ce stade, il y avait toutes les personnes en fait avaient allumé leurs briquets, et ils s'illuminent par tous ces briquets. Il y a des milliers de personnes, et toi, tu te sens tout petit, mais tu te sens à la fois petit et grand dans ce monde-là, et tu te dis, mais c'est génial. Je suis en train de vivre un truc que je pourrais pas vivre autrement dans ma vie, parce que même si on vit des choses extraordinaires pendant sa vie, j'estime avoir eu beaucoup de chance de vivre ça et cette émotion intense, parce que tout ce public était passionné et nous a véhiculé toute cette passion en fait, et nous a vraiment transcendés. Voilà, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Et la cérémonie de clôture, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est la grande fête, c'est beaucoup plus, c'est moins protocolaire. Mais c'est une petite mort d'une certaine manière, parce que on sait que c'est la fin. Alors on a vécu un instant magique, mais ça marque aussi la fin de cet instant magique, et on sait que pour pouvoir y retourner, ben, il y a tout un tas d'épreuves à passer, notamment le quota, mais la sélection, et il y a beaucoup de choses. Il y a 4 ans. 4 ans, c'est à la fois court et c'est long. Mais voilà, quoi, c'est 15 jours de merveilleux. Bon, ça a été un peu plus à Sydney, ça a été un mois, parce qu'il fallait s'acclimater quand même. Il y avait plus de 20 heures d'avion, donc forcément c'était long. Euh, donc il a fallu. Donc on est parti un mois. Nous, au départ, sur ces Jeux Olympiques, on avait la possibilité
d'être hébergés en dehors du village olympique, plus près du stand de tir. Donc, on était dans une villa où on était quand même 14, et le reste était sur les Jeux olympiques. Et moi, tous les soirs, en fait, je partais dans cette résidence, j'allais marcher, j'écoutais de la musique et je vivais le truc, quoi. Et encore maintenant, j'ai des images, j'ai des moments vraiment où je ressens ce que j'ai vécu à cette époque-là et le temps n'efface pas ça, en fait. Quand on a vraiment vécu les choses intensément, comme cette médaille aux Jeux Olympiques, à mes premiers Jeux, c'est des moments inoubliables. Et puis après, le fait de pouvoir le revivre en famille, à la maison, remercier mes parents, parce que c'est vrai que cette première médaille, je leur ai dédiée, parce que ben, encore une fois, sans eux, rien n'aurait pu commencer et j'aurais jamais eu cette opportunité-là. Donc voilà, donc on a vraiment vécu tous ces jeux-là de manière intense. Et le point sur lequel je souhaite aussi insister, c'est qu'en fait, la médaille, on la gagne pas tout seul. Il faut une équipe autour. Même si on pratique un sport individuel, euh, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut qu'il y ait une vraie confiance qui s'instaure entre la fédération, les entraîneurs, la famille, les amis. Et qu'en fait, en gros, on est dans le même bateau, on a un objectif commun et on met tout en place pour réaliser cet objectif. Et moi, c'est pour ça que je partage toujours les médailles que j'ai gagnées avec ceux qui m'ont aidé à les gagner, parce que seule, toute seule, je suis certainement pas capable de le faire. Tu sais que ce que tu dis me touche particulièrement parce que tu sais que j'ai d'autres activités que le live et que la, la- la raison d'être et le leitmotiv de mon autre activité, c'est tu ne tireras plus jamais seul. Alors je me suis inspiré de l'immense club de football de Liverpool. Never, You Never Walk Alone, la chanson bien truc, mais je suis particulièrement sensible à ce que tu viens de dire parce que tout seul, sans, en voulant être trop. Parce que bon, c'est quand même une tendance à l'heure actuelle, hein, c'est que les gens deviennent de plus en plus égoïstes, de plus en plus, et ils croient que en s'enfermant dans quelque chose de unique et d'égocentrique, ils vont arriver mieux à ce qu'on. Non, 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 on n'arrive jamais à rien. Et je crois que tout ce qu'on va dire à partir, enfin, dans ce live te concernant, montrera bien que effectivement, tu es attaché à cet esprit d'équipe, à cet esprit de famille qui est vraiment important. Oui, j'allais revenir sur ton entraîneur de toujours, Lino Percello. Faut qu'on donne son nom parce que je ne sais pas si on a bien compris. Lino Percello. Lui, par contre, tu disais, c'est ton papa. Excuse-moi, Jean-Pierre, il y en a un deuxième hein, pour le sport. Hein. Je le savais. Mais c'est aussi quelque chose qui te caractérise. Encore une fois, on va en parler encore, mais c'est la fidélité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux compter sur des gens qui sont à la fois, par exemple, en ce qui le concerne, des grands techniciens, des gens qui peuvent t'apporter quelque chose, mais tu laisses pas tomber les gens, quoi. Hein, tu les remercies. Et puis, ce côté, je renvoie l'ascenseur qui est fabuleux chez toi et on aura l'occasion de mieux le percevoir. Et d'ailleurs, plus du tard. coup, en tant qu'entraîneur, après, c'est vrai qu'en parallèle, Voilà. j'ai eu Marc Ménessier, bien sûr, qui lui m'a accompagné, supporté, parce que j'ai pas toujours été facile, le pauvre. Il a souffert de nombreuses fois, mais on a toujours gardé aussi d'excellents contacts. Et voilà, c'est quelqu'un qui compte aussi pour moi. Tout comme le dernier entraîneur, donc Stéphane Clamence. Alors, Stéphane, c'est un peu particulier parce que on a à la fois été coéquipiers pendant de nombreuses années, et puis en fin de carrière, en fait, il est devenu l'entraîneur. Donc, c'est vrai que ces trois personnes-là ont beaucoup compté dans toute ma carrière. Alors, bien plus, effectivement, Lino et Marc, parce que dans la durée, je les ai eus quand même beaucoup plus longtemps, sachant que Lino, lui, c'est différent parce que c'est vraiment le point de départ, là où j'ai débuté, donc au départ à Charmentray.
Et puis après, j'ai rejoint très tôt le Racing Club de France, qui lui aussi m'a beaucoup aidé avec notamment son président emblématique, Pierre Hubert, qui d'ailleurs, qui a été un peu poussé par Lino à m'aider en plus de mon père, parce que mon père a quand même fait financièrement, et pas que, m'a aussi supporté. Mais moi aussi, je l'ai supporté, parce qu'il n'était pas facile, quand même. Mais bon, voilà. Les chats font pas d'erreur. Hein. Bah, il paraît. Donc, mais bon, il m'a fait souffrir au début, mais je me suis un petit peu vengée après. Ouais, C'est normal, hein, raison, c'est de bonne guerre. ouais. Mais je l'aime quand même, mon père, hein, peu importe. De toute façon, son objectif, c'était que je réussisse. Après, on fait avec les moyens dont on dispose, avec son caractère, avec soi-même. Mais je sais que la bienveillance, elle a toujours fait partie de lui, et également du coup de Lino, de Marc et de Stéphane. Et c'est ça que je retiens. Après, bien sûr, le club compte aussi énormément. Et c'est vrai que le Racing, j'y suis restée fidèle depuis 93. Donc c'est à l'époque Gisèle Renaud qui m'a fait rentrer au Racing, et je le remercie d'ailleurs. Et ce club, je l'ai plus quitté. Et pourtant, c'est vrai que si j'avais changé de région, j'aurais certainement gagné mieux ma vie, parce qu'on peut pas dire qu'en restant en Île-de-France, j'ai gagné ma vie. C'est pas vrai. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai travaillé en parallèle. Mais le sport a toujours été pour moi, mais ça c'est très personnel, hein, ça on en avait déjà parlé, Pierre. Ça a toujours été pour moi une vraie passion. J'ai pas eu forcément envie d'en vivre. J'avais besoin d'avoir une activité professionnelle à côté. Puis j'ai toujours été, en fait, j'ai toujours fait attention, dans le sens où je me suis toujours dit, bah, si jamais j'ai un jour un accident, je ne sais rien, que je peux plus tirer, il faut que j'ai un plan B. Et donc, le plan B, ça a été mes études en comptabilité, où j'ai réussi en parallèle, du coup, à obtenir mon fameux bac+5, et aujourd'hui, qui me permet de vivre pleinement de cette activité professionnelle. Et ça m'a permis aussi de garder les pieds sur terre. Parce qu'en fait, le risque, quand on grimpe haut comme ça, c'est de se croire un peu sur un petit nuage et de pas être dans la vraie vie. Et l'avantage d'être salarié d'une boîte, enfin de travailler en parallèle, c'est que ça nous ramène à la vraie vie, quoi, avec des gens qui n'ont pas forcément d'ambition particulière dans le sport ou dans d'autres, dans l'art, dans la musique ou autre, et qui sont des gens lambda, qui ont juste, eux, qui bossent, qui font des choses entre guillemets normales. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis de garder la tête froide et de pas m'emballer parce que j'avais gagné une médaille au jeu, parce que j'avais gagné d'autres médailles. Voilà. Donc j'ai vraiment gardé les pieds sur terre, grâce aussi à mon entourage, et aussi par ce métier qui m'a permis de bien me rendre compte que la vie, c'était pas que le sport. Mais ce métier, c'est vrai qu'on en a discuté en préparant ce live, ce métier, tu en as fait aussi une passion. Oui. Et tu as voulu prouver aussi, te prouver à tes employeurs, etc., que tu allais aller au fond des choses, et puis que ta réussite aujourd'hui dans ton métier et dans l'entreprise, dans la grande entreprise où il faut faire sa place dans laquelle tu travailles, tu as fait encore preuve aussi de tes capacités, entre guillemets, de compétitrice. Parce que, mais surtout, c'est cette passion. Quand tu parles de ton boulot aujourd'hui, tu en parles comme de ta période sportive, de ta carrière sportive. Et c'est ça qui sûrement fait la différence aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres personnes qui prennent les choses un petit peu plus en dilettante, on va dire. Voilà. Alors, je vais volontairement faire un saut de 12 ans, mais après on va revenir à l'intérieur de ces 12 ans. 12 ans, c'est court et c'est long. Il y a les Jeux Olympiques de Londres auxquels tu participes encore, et ça c'est remarquable parce que 12 ans après, et puis se refixer un objectif. Ces Jeux Olympiques de Londres, où tu ramènes aussi une médaille, tu les as abordés comment? Alors, en fait, le point de départ de Londres, c'est Pékin.
Pékin, en 2008, je me rappelle très bien, je démarre très mal la compétition. Je la démarre très mal, mais je comprends très vite pourquoi. C'est qu'en fait, j'ai effectivement dans mon organisation, dans mon planning de préparation, j'ai pas laissé assez de place à ma préparation sportive et j'ai laissé trop de place au travail et du coup, j'arrive en décalé et je suis trop courte en préparation, donc je me plante clairement. Et là, je me rappelle, j'étais assise sur les marches du stand de tir de Pékin et là, je me dis, bah en fait, je peux pas rester là-dessus. Je peux pas rester sur cet échec-là, alors que je sais que je peux faire autre chose, que j'ai encore la capacité d'aller chercher une médaille au jeu. Donc c'est ce jour-là, en 2008, que j'ai décidé de préparer Londres, qui pouvait être Paris. Non, c'était déjà arrêté, Londres. Et c'est vrai que là, je me suis dit, je vais complètement faire autrement. Et c'est vrai que à l'époque, donc mes patrons, je les fais se rencontrer ouais, au moins à peu près un an avant les Jeux. Je l'ai fait, enfin, en gros, une fois que le quota est acquis, je suis pas encore sûre d'être sélectionnée, mais dans ma tête, je me prépare comme si je l'étais. Parce que je me sers de mon expérience passée pour préparer cette sélection pour Londres. Et donc, quelques temps après avoir gagné le quota, je fais se rencontrer la fédération avec mes employeurs, on se met autour de la table et on met tout carte sur table, le planning, l'organisation, quand je dois être au bureau, quand je dois être à l'entraînement, à quel moment je dois partir pour préparer les Jeux de Londres. Et pour cela, du coup, mon employeur met en place un vrai planning de préparation des Jeux. J'ai aussi mes collègues, à l'époque ma responsable Christelle Dodin, qui me file un super coup de main, qui prend tout sur ses épaules parce que j'étais moins présente. Et encore une fois, quand je dis que la médaille, je leur dois, c'est sincèrement, si elle n'avait pas pris sur elle pour faire mon boulot, parce que j'étais moins présente, j'aurais pas pu me dégager ce temps pour aller chercher la médaille. Donc ça, j'insiste, parce qu'elle a beaucoup souffert quand même de tout ça à l'époque. On en a beaucoup parlé par la suite. J'ai eu la chance qu'elle vienne d'ailleurs m'accompagner à ces jeux. Et ça a été d'ailleurs la marque de fabrique de ces jeux, c'est que j'ai 13 personnes, dont mon mari, qui sont venues me supporter, dans tous les sens du terme, pour ces Jeux de Londres. Et on a vécu des jeux extraordinaires, vraiment. Ce sont ceux que j'ai vécu le plus intensément parce que j'étais moins seule, on va dire, moins seule qu'à mes premiers jeux. Et du coup, on a mis tout en place. Et là, alors, ce qui m'a un peu, on va dire, j'avais une petite appréhension, c'est-à-dire que mes amis avaient déjà tout programmé, ils s'étaient trouvé un appart, ils avaient déjà leur billet, leur machin, et moi, j'étais pas encore qualifiée officiellement. Il fallait que je passe par l'épreuve de Cernay pour me sélectionner, pour pouvoir aller aux Jeux de Londres. Et je suis arrivée une semaine avant les sélections de Cernay pour en fait cette fois-ci ne pas passer au travers, qu'il n'y ait aucun risque pour que je passe au travers. Ça n'a pas été facile malgré tout, parce que j'avais quand même, je pense, des choses à soigner du passé, que j'ai soigné justement à cette période-là. Et sur ces sélections-là, je me suis complètement libérée de mon passé et je suis passée à une autre étape. Et je me suis vraiment fait confiance. Et je suis du coup allée au bout de moi-même et j'ai réussi à gagner cette sélection pour les Jeux de Londres après avoir encore gagné ce quota. Donc après, j'ai envie de dire, quand je parlais tout à l'heure de la préparation, tout était calé. À moins de me péter une jambe, j'étais sûre de moi. Et en tout cas d'aller chercher une médaille. Alors c'est vrai que l'objectif était d'aller chercher une médaille d'or, mais ce jour-là, il y avait Jessica Rossi, qui était bien meilleure que nous toutes et qui nous a surpassés. Donc après, second objectif, c'était une médaille. Peu importait la couleur, je voulais une médaille. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que tout s'est déroulé. Et du coup, honnêtement, la veille de la compétition à l'entraînement, je savais encore même pas quelle cartouche j'allais tirer. Ça a été un grand moment. Mais moi, les cartouches, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a perturbée parce qu'en fait, à partir du moment où j'avais un fusil qui tenait la route, les cartouches, comme elles sont toutes de haut niveau à
ce niveau-là, justement, j'avais envie de dire, je pouvais tirer à peu près n'importe quoi. La bleue, la rouge, la verte, voilà, c'était pas le sujet, quoi. Parce que on savait que c'était des cartouches de qualité. Et la veille du match, je me rappelle très bien, à l'entraînement, je tire très mal. Et au cours d'un repas donc au sein du village olympique, parce que là on était tous logés au village olympique, c'était une très belle expérience d'ailleurs. Je discute avec des carabiniers et on parle de l'épaulé, de la sensation et tout. Et en fait, quand je dis que c'est collectif, une victoire elle est collective, c'est que je me suis inspirée de ce qu'on s'est dit à table la veille pour construire la victoire du lendemain, la victoire de médaille, on veut dire, du lendemain. Et c'est vraiment à l'occasion de ce repas que du midi, parce que le soir, je suis allée, bien sûr, dîner avec tous mes amis qui étaient venus spécifiquement me voir au jeu, mais le midi, en tout cas, j'avais eu cette discussion. Et du coup, enfin voilà, ça a été un peu une révélation. Ça, plus le fait de me détendre et d'aller passer une soirée avec les amis qui étaient venus pour les jeux, ça a été vraiment deux événements importants. Et le dernier, c'est quand j'arrive là sur le stand. Alors déjà, moi, j'avais une fâcheuse habitude, c'est que j'avais besoin de m'imprégner des lieux. Et donc, souvent, avant le début d'une compétition, en fait, j'avais besoin d'aller marcher sur les pas de tir, ressentir les lieux. Et, et après, donc, je suis revenue du coup pour me préparer pour ce début de rencontre. Et là, quand je viens, là, on voit les gradins qui étaient sur la droite. Et là, je vois tous mes amis avec un t-shirt. Ils se retournent avec une photo et I love Delphine, quoi. Alors ça, franchement, ça a été un coup de pied au cul. Pardon de l'expression, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je me suis dit, ouais, alors là, maintenant, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Vas-y, fonce. C'est maintenant. Donc voilà comment. Et c'est vrai que j'ai très bien débuté cette compétition. La troisième série a été un petit peu plus compliquée, mais bon, j'ai réussi quand même à la gérer. Et puis après, bah, cette finale a été, bon, bah, elle a été filmée, donc elle a été vue quand même à de nombreuses reprises. Et honnêtement, le moment le plus intense, euh, c'est quand je sais que j'ai gagné une médaille. Voilà, c'est là où je me dis, t'as gagné ton pari, quoi. T'as réussi à faire ce que tu t'étais toujours dit, c'est-à-dire une deuxième médaille au jeu, et pas sur la même Olympiade. Donc voilà, voilà, je résume un peu ce que j'ai ressenti et vécu pour ces Jeux de Londres, mais ça a vraiment été un moment magique. Alors j'étais épuisée après tout ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote très drôle à vous raconter à ce propos. Euh, le fameux soir de cette médaille, donc on a fait la fête au Club France, bien sûr, et j'étais vraiment très très fatiguée. On a dû partir vers 2-3 heures du matin. Et vous savez, là-bas, à Londres, il y a des taxis, mais où vous êtes de vis-à-vis, vous êtes face, quoi. On était 4 dans la voiture. Et j'avais une de mes amies en face de moi, justement Christelle, qui me pose une question. Je vous assure que là, je me suis endormie. Une fraction de seconde, j'ai senti. Et là, d'un seul coup, je me réveille, je fais non, mais je dors pas, je dors pas. Ils étaient tous morts de rire. Mon mari à côté était plié. Je me suis endormie une fraction de seconde à la suite de sa question parce que j'étais vraiment au bord de l'épuisement parce que ça avait. Voilà, il y a tout. Il y a l'émotion, il y a C'est les nerfs. l'accomplissement, voilà, c'est tellement Sont, puissant que. Voilà. sont les nerfs qui te tenaient encore. Complètement. C'est beau ce que tu nous racontes là. Moi est-ce que je peux dire que de tes débuts jusqu'au moment où tu t'assois à Pékin et que tu te dis, voyons, j'ai commis un certain nombre d'erreurs dans ma préparation, jusque-là, tu es un soldat, mais au moment où tu prends cette décision, tu deviens le capitaine de navire. Et tu te dis, jusqu'à présent, j'ai eu les meilleurs entraîneurs, j'ai eu plein de choses, je me suis préparé, j'ai eu le meilleur papa du monde, etc. Mais j'étais l'acteur, voilà, j'étais oui, l'athlète, voilà. À partir du moment où tu t'assois, tu te dis, je fais le point et puis il faut que j'arrive, il y a l'ombre et je vais y arriver. Là, tu deviens le capitaine de navire, c'est-à-dire tu organises tout. Ce que je trouve merveilleux et très beau, c'est que
que tu aies pris l'initiative de faire rencontrer la fédération avec tes employeurs, mais c'est toi qui fais tout là. C'est toi qui te dis, c'est toi qui dirige tout. Et quand tu parles d'équipe, là, c'est toi le capitaine de l'équipe. Alors, tu crées l'ambiance, tu crées tout ça, et je trouve ça très très beau. D'ailleurs, je t'avais dit quand on a préparé cette émission, moi je bois tes paroles parce que vraiment tu traduis plein de choses qui sont vraies et qui me paraissent essentielles, essentielles. Oui. Essentiel. Mais enfin, entre 2000 et 2012, il n'y a pas eu que Non. on va dire 2008, on va dire jusqu'à 2008, il n'y a pas eu il y a eu des hauts et des bas, on va dire. Et puis il y a des choses aussi qui, sur le moment, peuvent paraître assez négatives, qui ont participé quand même au fait que tu gagnes ta deuxième médaille à Londres. Ces moments négatifs, on pourrait dire aujourd'hui, c'est devenu. Mais tu peux nous en parler un petit peu, si tu veux, hein, si tu veux pas nous en parler. Oui, bah, complètement, parce que Ouais. ça fait partie de Ouais. l'histoire, effectivement, c'est ce que Ouais. je dis, c'est dans les échecs d'hier qu'on construit les victoires de demain, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Athènes, donc je resitue peu de temps après Sydney, je gagne une Coupe du Monde en juin 2003 en Espagne, donc je gagne le quota pour les Jeux d'Athènes, Pour la et France. suite, effectivement, aux sélections mises en place par la fédération à l'époque, je perds ma sélection pour les Jeux d'Athènes. Donc c'est vrai que ce jour-là, le jour où j'ai perdu cette sélection, mon monde s'est écroulé. Je me suis effondrée physiquement, mentalement, et je me suis dit, et là, à ce moment-là, je me dis, c'est trop douloureux, j'arrête. Ça a duré 15 jours, où pendant ces 15 jours, mes parents et mon père peuvent en témoigner, j'ai quasiment parlé à personne. Parce que j'avais besoin de me mettre face à moi-même et de prendre une décision, de continuer ou d'arrêter. Mais comme je l'ai dit à Londres, j'ai souvent ressenti, entre guillemets, l'image du phénix, c'est-à-dire qu'on renaît toujours de ses cendres, qu'on n'est jamais vraiment mort, et que dans la douleur, dans l'échec, on est capable de trouver les ressources pour se reconstruire et mieux qu'avant. Parce que, en fait, ce que j'ai pu apprécier tout au long de ma carrière, même si ça a parfois été douloureux, c'est que souvent après des coups durs, j'ai été capable de rebondir et de me reconstruire. Et c'est vrai qu'après cet épisode douloureux, où c'est une année aussi où j'ai perdu mon boulot à l'époque, donc je perds ma sélection pour les Jeux, donc je me retrouve à poil, clairement, psychologiquement parlant, et je me dis, bon, on part de loin, mais l'avantage, c'est que je ne peux que remonter. Je suis plus bas, donc maintenant, prends ton petit bâton de pèlerin, reconstruis-toi, vois où tu t'es trompé, quelles ont été tes erreurs, quelles sont tes forces, et essaye de te reconstruire. Donc, c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que en 2005, quand je suis repartie au combat, j'ai gagné les Jeux méditerranéens en Espagne, à Almeria. Et là, je suis allée voir le DTN de l'époque, Daniel Hénin, et je lui ai dit, voyez, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Moi aussi, certainement, j'ai commis des erreurs, mais vous vous êtes trompé. Et là, à partir de là, je me suis vraiment reconstruite. Et je suis repartie effectivement avec mon petit bâton de pèlerin et j'ai réappris, j'ai peaufiné. Alors en plus de la sociologie, j'ai utilisé d'autres techniques. Moi, je suis plutôt en fait médecine chinoise, plutôt basée sur les énergies profondes, sur l'inconscient. Et du coup, j'ai utilisé d'autres techniques, le shiatsu, entre autres, mais pas que. Et, euh, et puis j'ai été accompagnée aussi pour les Jeux de Londres par mon préparateur mental de l'époque, Pascal Auger, qui n'avait jamais mis les pieds en fait sur un pas de tir, parce que je ne voulais pas qu'on mélange la technique et la préparation mentale. Je voulais pas qu'il vienne m'apprendre, alors qu'il y connaissait rien, comment tirer, alors que ça, je savais plutôt bien faire, et puis en plus j'avais un entraîneur, Marc, qui était là pour m'accompagner. Donc je voulais vraiment quelqu'un. Et du coup, Marc et Pascal se sont parlé
et on construit Londres aussi à côté. Donc Marc a aussi pris des informations auprès de Pascal pour qu'il puisse me mettre dans les bonnes conditions psychologiques en fait pour préparer cet événement-là. Donc voilà un petit peu. Et c'est vrai que sur le coup, franchement, on se demande ce qui se passe et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour être puni à ce point? Mais en fait, c'est pas une punition. C'est juste un moyen de grandir. Il faut vraiment le prendre comme ça. L'échec, c'est vraiment un moyen de grandir, de construire, de se construire autrement. Et on a tous le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Ça, il faut l'accepter aussi. Donc, c'est aussi accepter de se tromper, accepter de faire... Désolée, c'est Micha derrière. Accepter de faire des erreurs. Voilà. Donc, Il est mignon. donc voilà comment je peux aborder ce sujet-là. Si je peux Oui. résumer les choses, tout à l'heure, tu nous as dit, quand on est haut, il faut éviter de prendre la grosse tête. Quoi. On est haut, on est sportif, on est truc, mais tranquille, ok, on va pas. Et puis maintenant, tu nous dis, quand on est bas, quand on est très bas, on n'est pas forcément mort. Non. On peut se relever et on va se relever. Et je crois que ça soit dans le très haut ou dans le psychologiquement très bas, tu as su montrer plus que toute autre personne que effectivement ta philosophie de vie est aboutit à quelque chose de très positif à l'arrivée, quoi. Hein. Non. Tu avais vécu quand même un petit peu cette frustration. Moi alors, juste pendant 30 secondes, je trouve très, très frustrant, effectivement, qu'on fasse des quotas, effectivement, pour la France, mais que ces quotas ne soient pas non plus nominatifs. C'est vrai qu'on peut le prendre pour une très, très grande, comme tu l'as pris normalement, hein, comme une grande frustration de faire des choses, de ne pas avoir fait rien pour ne pas y aller, parce que tu avais quand même des résultats et tout ça, puis qu'au dernier moment, on te frustre de cette participation. Mais, encore une fois, je pense que c'est une pierre qui est venue s'additionner à d'autres pierres pour construire le chemin qui a abouti à une médaille de bronze À Londres. à Londres. Mais quelle vie de sportive. Hein. Oui. Alors, bon, évidemment, ça va peut-être paraître un peu le reste, mais entre tout ça, tu as quand même au championnat du monde quelques médailles, médailles en particulier, là, celle qui t'avait donné le quota pour Oui, les Jeux médaille de Olympiques de bronze, oui. Sydney, médaille de bronze, et puis il y a les championnats d'Europe où là, on est un petit peu en ton jardin, parce que quand je fais le point, je regarde tout ce que tu as fait dans ces championnats d'Europe, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, les podiums par équipe, je sais pas, j'avais pas vu aussi un titre en tandem, là, enfin en tandem, c'est pas comme ça qu'on En dit. mixte. En mixte avec Stéphane Camès, non Non, Non, parce c'est qu'en pas. fait, j'ai arrêté un peu tôt pour vraiment Ah, tester le mixte. Par contre, on avait testé oui. avec les filles une nouvelle. C'était en test à l'époque. Ma dernière compétition, mon dernier championnat d'Europe en 2017, en fait, c'était des rencontres entre équipes, c'est-à-dire que on faisait pareil les huitièmes, etc. Et on s'est retrouvés au départ où en points on devait être, je crois, troisième, et on a remonté une place, on a terminé seconde, médaille d'argent. Donc ça, c'était différent parce que là, c'était vraiment un match d'équipe, hein, et Oui. pas on additionne les points et on prend les trois meilleurs. Et du coup, enfin ça, c'était juste le point de départ des qualifs, mais après, effectivement, c'était un vrai match. Et du coup, ça a été une belle expérience aussi. Jeux méditerranéens, tu en as parlé. C'est une belle Oui. compétition également. Hein, Les Jeux Med, ça existe depuis quelques années. Alors, je connais pas le point de départ de ces jeux-là. Moi, je les ai connus pour la première fois, effectivement, en 2005. Mais c'est vrai que... Ça existe depuis un certain temps, puisque Ah oui, oui. moi j'y ai participé avec à l'époque où j'étais plus jeune, avec Michel Carriga,
déjà en 1900, je dirais pas, 79 ou 79, je pense, ouais. Voilà, je te fais 80, confiance. 60, 79, donc ça fait déjà un certain temps que ça dure. Mais c'est une très belle compétition, hein. Très, très belle compétition. Ouais. Euh, Championnat de France, évidemment, là, alors là, tu es sûrement là. Personne t'a égalé jusqu'à présent. Je crois. On a essayé de compter 12, mais on n'est pas sûr que ça fasse pas 13. En titre individuel, à la fois 5 titres chez les dames. Ouais. C'est, Disons que mais le championnat de France, c'est un moment. Enfin, j'aime beaucoup le championnat de France parce que c'est aussi un moment de pouvoir rencontrer vraiment les tireurs français et les tireuses françaises. C'est ouais. vrai que moi j'aime bien les France. C'est plus convivial, c'est autre chose. C'est pas la même pression. Même si on nous attend toujours au France à partir du moment où on fait de l'international, mais peu importe, moi ça me permet de retrouver tout le monde parce que c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui reste trop à l'entraînement. Je suis pas une fan d'entraînement, donc c'est vrai que moi je m'entraîne, je tire beaucoup, et puis je m'en vais, je joue pas aux cartes, et du coup je passe pas de temps avec les gens. Alors qu'au championnat de France, c'est vraiment Ouais. l'occasion de pouvoir passer du temps avec eux. Ouais. Et puis, ça t'a jamais fait peur, c'est-à-dire que là où on peut imaginer que certains, justement, quand ils sont en haut, pensent qu'ils sont au-dessus au-dessus des autres, toi, ça t'a pas fait peur de te confronter à tes collègues françaises, parce que eh ben, si on veut être la meilleure au monde, il faut d'abord être la meilleure en France. Et Oui, donc, je crois que ça a participé à faire en sorte que tu fasses des compétitions et à t'aguerrir année après année pour tes titres internationaux, quoi. ouais. Voilà. On a parlé tout à l'heure oui, on parlait des dames. En France, si on fait le point, là, tu as eu au fil des ans, il y a eu beaucoup de concurrentes. Si aujourd'hui tu devais faire le point de celles qui t'ont donné le plus de, de- de- de difficultés pour arriver à les battre, ou alors des tireuses, on dit tireuses, oui, des Oui, tireuses oui, ça se dit. des Alors, tireuses qui ont été tes exemples, quoi. Après, ouais, alors c'est évidemment. vrai qu'au tout début, donc il y avait Gisèle, il y avait Muriel, il y avait Morissette, il y avait aussi Yolande Vidal avec qui je m'entendais super bien, il y avait Annabelle, et puis après celle avec qui j'ai passé vraiment des super moments, c'est Marina Sauzé, très douée et une fille adorable en équipe. On a vraiment passé des super moments, toujours dans la bienveillance, et c'est ça que je retire de cette personne-là avec qui j'ai toujours des contacts et voilà, vraiment on a vécu des super moments. En plus, elle était beaucoup plus jeune que moi. J'ai eu l'impression de la guider un petit peu. Et c'est vrai qu'après, il y a eu l'arrivée aussi de Mélanie, de Carole, d'Adeline. Et voilà, et j'ai toujours aussi des très bons rapports avec ces filles. Je me tiens toujours à leur disposition si elles ont besoin de conseils ou pas, hein, juste voilà. Je suis sûre que, en tout cas, Carole et Mélanie qui vont nous représenter au prochain jeu sont potentiellement toutes les deux médaillables. Elles ont ce qu'il faut. Elles sont hargneuses et c'est ce qu'il faut sur un pas de tir pour être capable d'aller chercher une médaille. Et puis voilà, elles se préparent bien, malgré le contexte qui est quand même un contexte très particulier. Mais Mais pour encore la une préparation. fois, j'ai envie de dire, quand on a un objectif très précis en tête, on est vraiment capable de s'adapter à l'environnement, quel qu'il soit. Alors là, le contexte va être très particulier, surtout que ce seront des jeux malheureusement qui seront un peu moins dans la convivialité, compte tenu des mesures en place. Euh, donc, mais ça fait partie de la vie, il faut encore une fois l'accepter pour mieux rebondir et pour après penser aux jeux d'après, c'est-à-dire les nôtres, les jeux de Paris. Et ça, ce sera encore une autre paire de manches et ce sera encore un moment inoubliable. Mais bon, là, il faut passer le cap. Je pense qu'elles sont capables de s'adapter à ce qui se passe en ce moment. Euh,
c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a moins de compétition et que c'est quand même, ce sont les compétitions qui nous préparent à la compétition ultime. Mais après, encore une fois, si dans la tête tout est clair, si on se fait confiance, si on met en place la bonne préparation, ça passe. J'en suis convaincue. Je crois qu'effectivement, on a dans le tir français un certain nombre de sélectionnés pour ces Jeux Olympiques de Tokyo, là, qui malheureusement, comme tu le dis, sont une source de frustration, je pense, pour les athlètes, parce que ils n'auront pas le public, ils n'auront pas la chaleur, ils n'auront pas le côté humain des fantastiques des Jeux Olympiques, mais en fait, ça reste des Jeux Olympiques. Et on a des grandes championnes et des grands champions qui vont y participer en France. Euh, les deux, Carole Et Mélanie? et Mélanie, sont vraiment ont un potentiel énorme et peuvent gagner ou faire une médaille aux Jeux Olympiques. Au ski, Lucie Anastasiou Oui, tout à fait. est sûrement une des grandes favorites de la compétition. Et puis les deux gars au ski qui vont y aller, Oui, que ce Eric soit Eric et Emmanuel. Delaunay et Emmanuel Petit, ont vraiment de grandes chances. Bon, malheureusement, on n'aura pas de seniors à la fosse olympique parce que, non, voilà, les aléas ont fait que. Ah, je ne sais rien, peut-être il y a encore des côtes. Non, je pense pas. C'est le ranking, je crois, qui va jouer maintenant. Ouais, le ranking. Bon, alors, faut prier pour que on puisse avoir un ou deux, j'en sais rien, un ou deux participants, parce que les tireurs de fosse olympiques qui n'ont pas eu le quota sont aussi des gens très très brillants et qui sur une compétition peuvent y arriver. Mais je crois que la France a de la chance quand même d'avoir des beaux tireurs comme ça pour les futurs Jeux Olympiques et puis pour ces Jeux Olympiques de Paris qui vont arriver vite parce que maintenant, avec le décalage d'un an, il n'y a plus que 3 ans. Quoi, il n'y a plus que 3 et ans. ça va arriver très, très, très vite. Tes idoles, à part Jean-Pierre, hein, qui est à côté de toi pour le tir, mais les deux, on va dire, allez, on va donner les deux tireurs, même si c'est. Et comme je connais à peu près ta réponse, c'est pas des dames, mais et si on fait extraction de Suzanne Natras que tu nous as déjà cité, la grande Suzanne Natras, c'est qui? Alors, il y a forcément Michel Carrega, parce que c'est quand même le point d'ancrage, le point de départ aussi. C'est quand même un grand monsieur du tir et que je respecte énormément, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à Charmentré dans mes débuts, et où, en fait, à l'époque, je débarquais un peu, donc je savais pas qui j'avais à côté de moi. Hein, Raconte-moi cette anecdote. Alors, ça, en fait, on était sur la fosse Ça m'a A. bien fait mal. Ouais, on était sur la fosse A, je me rappelle très bien, avec mon caractère de l'âge de 15 ans, pas très aimable. Et je ne savais pas à l'époque qu'il fallait attendre que le tireur d'après tirait pour pouvoir bouger d'un poste à l'autre. Et donc j'avais tendance des fois à bouger un peu plus tôt, donc ce qui pouvait effectivement déranger le tireur. Et là, d'un seul coup, je sens une main se poser là, sur mon épaule, qui me retient en arrière. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Pour qui il se prend de me retenir comme ça? Non, et donc, bien, il se prend pour qui? C'est ça, il se prend pour qui? Mais en fait, pour Michel Carrega à l'époque, hein, voilà, clairement. Et du coup, à la fin de la série, il m'a rien dit pendant, du coup, il m'a juste retenu. Bon, j'ai attendu la fin quand même. Et puis à la fin, donc, il m'a expliqué pourquoi. Et c'est vrai que bon, j'étais un peu chonchon sur le coup, en me disant bon, mais force est il avait raison. Je pouvais pas dire le contraire. Mais c'est le fait de me dire, mais c'est qui ce mec? Voilà, donc voilà dans quelles conditions j'ai rencontré Michel à l'époque, et c'était voilà, c'était très très rigolo. Et après, le deuxième tireur que j'aime beaucoup voir tirer, c'est Giovanni Pelliello, parce que je trouve qu'il a un style très maîtrisé. C'est propre, il efface les plateaux, et voilà. Enfin, j'aime beaucoup cette façon de tirer. Et par contre, malgré tout, chez les filles, il y en a une que j'admire particulièrement aujourd'hui, c'est Susanna Stefetchekova, qui pour moi est potentiellement une médaille d'or à venir. Elle est très régulière, elle est très respectueuse,
beaucoup de fair-play chez cette fille et de bienveillance en fait. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Une grande Même sportive. dans Une les, grande voilà, sportive. ouais, pour moi, elle fait partie du must. Bien sûr, avec Jessica, entre autres, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, en plus, on a vécu, c'est vrai, ce podium des Jeux de Londres. Voilà, ça a été un moment particulier, donc c'est aussi pour ça qu'elles ont retenu toute mon attention. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, je suis dans l'équité jusqu'au bout, mon cher Pierre. Et aujourd'hui, tu as envie d'aider, d'apporter ces jeunes, futurs jeunes médaillés françaises ou à la fédération, à tout ça. Tu as envie de retourner un petit peu tout ton savoir-faire, ta sagesse, ton, ton- ton savoir-faire, donc pour les jeunes, pour les. Alors, effectivement, alors moi je le fais, mais de manière complètement informelle et voilà, si on a besoin de moi, si on a besoin de mes conseils, les filles ont mon numéro, elles peuvent m'appeler sans problème. En fait, je souhaite pas spécialement entraîner ce genre de choses, plus aider et accompagner sur le plan de la préparation mentale, c'est plus, on va dire, ce qui m'intéresse. Et puis c'est vrai que je, je me suis engagée au sein de la Fédé, mais là je me suis pas, je n'ai pas reconduit, je n'ai pas souhaité poursuivre l'aventure. Je la poursuis par contre au sein de la commission des athlètes de haut niveau. Entre autres, je suis élue aussi au sein de la mairie, c'est-à-dire que moi je souhaite aussi essayer aussi d'aider les jeunes de mon village, puisque je suis dans un village de 500 habitants. Donc, Après, tu as été conseillère municipale pendant alors 14 ans chez mes parents. 13 ans ou 14 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Deux mandats, quoi. Mais à l'époque, il y avait un mandat qui avait été un petit peu plus long que l'autre. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours plu. Et puis là, quand le maire de ma commune m'a proposé de m'inscrire sur sa liste, moi, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que j'ai aussi repris la présidence de la section tir du Racing Club de France suite au décès de Pierre Hubert, notre cher président. Parce que voilà, je voulais pas laisser tomber le club qui m'a quand même beaucoup aidé, même si là aujourd'hui c'est quand même un peu difficile. Mais bon, on essaie quand même de recruter et puis de reconstruire une équipe. Alors il faudra peut-être un petit peu plus de temps compte tenu de la pandémie actuelle, parce qu'il faut pouvoir se voir pour construire une équipe. C'est mieux. Et là en ce moment c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, essayer de faire ça. Et puis, je suis aussi ambassadrice des sports pour la région Île-de-France. Donc là, en gros, le but, c'est d'aller dans des lycées ou alors sur des manifestations sportives organisées par la région et puis donner un peu de notre vécu, donner l'envie aux jeunes de se battre pour obtenir, pour atteindre leurs objectifs, hein. Ils ne sont pas forcément sportifs, hein. Mais voilà, en fait, c'est un petit peu ça. Et j'essaie aussi de développer au sein de mon entreprise le sport. J'essaie de prouver que le sport est un atout pour l'entreprise. C'est-à-dire que mieux on se sent dans son corps et donc mieux on se sent dans sa tête, plus on est performant à notre poste de travail. Donc c'est vraiment là-dessus que j'essaye de travailler. Et ils sont plutôt à l'écoute, hein. Ils sont conscients que c'est un vrai plus. Et là, dernièrement, ça, je t'en parlais, il y a vraiment une course qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle justement la course du cœur, qui est une course dont le but est de parler du don d'organes. Et j'y suis encore plus sensible depuis peu puisque Lino a été greffé du foie et il s'en est heureusement sorti. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi cette course du cœur, donc c'est 4 jours, 4 nuits où on fait essentiellement de la course à pied, mais pas que, il peut y avoir du vélo et d'autres activités. On part de Paris, on arrive à Bourg-Saint-Maurice, alors bien sûr avec des points et étapes. Et là, on va chercher vraiment au fond de soi-même, mais c'est surtout qu'on se rend compte que nous, on a la chance d'avoir tous nos organes vitaux en bon état, et autant s'en servir pour aider ceux qui ont des problèmes de ce côté-là, pour être, entre guillemets, sauvés. Que certaines morts ne soient pas inutiles et qu'elles puissent permettre à d'autres de vivre et de bien vivre. Ouais.
C'est beau. C'est beau. Ben, tu sais que moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis greffé d'un rein, que j'ai bénéficié du don d'organes de mon épouse et que c'est un sujet excuse-moi, Oui, qui normal. qui est, Qui te touche particulièrement? oui, surtout les personnes comme toi qui se battent pour ces causes-là sont vraiment des gens plus que respectables. Bon, voilà. Depuis que mon problème, c'est que depuis que j'ai été greffé d'un rein, je suis Oui, devenu un être très, très sensible. Je ne mais sais tant pas mieux, pourquoi, c'est plutôt bien. mais je ne l'étais pas, absolument pas avant, je dois le dire. Non, non, mais c'est vrai. Il y a des C'est dans sujets l'empathie. oui, et puis beaucoup de choses qui me touchent aujourd'hui qui ne me touchaient pas aujourd'hui. Et c'est comme quoi, même les pires des abrutis peuvent devenir meilleurs au fil des ans, Ouais, tu vois. Euh, exactement. mais Ça moi, s'appelle qui me touche l'expérience. ce qui me touche beaucoup chez toi, c'est que tu donnes, tu donnes, tu donnes. On ne sait pas d'ailleurs enfin bon, personnellement, je ne sais pas comment dire. Tu as reçu parce que, comme tu disais, tu considères que toute seule, tu n'aurais rien été. Mais moi, je considère aujourd'hui que tu fais partie des gens qui ont donné au, je ne sais pas, je peux donner des chiffres, mais 1000 fois plus que ce qu'ils ont reçu. Et pour ça, je crois que tu dois être considéré comme une grande dame du sport français. Et puis que voilà, puis maintenant, il faut que je t'appelle Madame la Présidente, parce que tu es Hmm. présidente quand même du club multisport, enfin de la section De la section tir, tir. Ouais. voilà, tir, mais du club multisport le plus grand club multisport de France, quoi, hein, où beaucoup de belles choses sont arrivées. Il y a de beaux juniors aussi, enfin de beaux, de grands et des talentueux, mais il y a des tireurs plus que talentueux. Aujourd'hui, je pense à Jason Pico, par Oui, Ah oui. exemple, mais il doit y en avoir d'autres. Mais oui, bah, tu sais, on est en cours de restructuration, donc là, c'est vrai qu'on fait avec des gens voilà, que j'aime beaucoup. Et Jason est un gamin qui en veut, qui se donne les moyens, qui vraiment a envie d'y arriver, et du coup, j'ai envie de l'aider, quoi. C'est normal. absolument, Voilà, absolument. c'est l'avenir, hein, donc Bien il sûr, faut, il bien faut sûr. aider l'avenir. Et puis c'est un garçon, effectivement, un brave garçon, qui se prépare physiquement, c'est un sportif, ouais, qui a un très très bon un état d'esprit. Et puis voilà. Alors là, il passe un cap difficile parce qu'il passe de junior à senior. Et c'est justement là qu'il ne faut pas le laisser tomber. Voilà. Exactement. Que ce soit, ils ne sont pas du Racing, mais Nathan Tullier, Clément Bourg, lui, Il a déjà passé le cap, c'est le puis bas. bon. Voilà, il y a déjà. Mais on en a parlé d'ailleurs la dernière fois qu'on a discuté. Mais c'est vrai qu'il y a un petit passage là entre junior et senior où les gamins se sentent un peu délaissés. Et puis malheureusement, j'ai tellement connu de juniors brillants qui s'arrêtaient Ils carrément abandonnent. arrêté leur carrière Voilà. parce Oui, qu'ils se sentent abandonnés comme ça. Donc, eh ben, toute l'équipe, Jason, Nathan, etc., on est tous derrière vous. Et puis, si vous avez besoin, effectivement, et puis voilà, vous avez une grande dame qui peut vous donner des leçons de préparation oui. et la façon dont il faut procéder pour y arriver dans un futur proche. Voilà. Je reviens à Lino. Lino, Oui. ton entraîneur de toujours. Il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement touché également, enfin intéressé dans ce que tu m'avais raconté, c'est que dans le cadre de la préparation de Londres, il t'avait, on va dire, préparé d'une manière très originale à travers un film, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est la Ah, légende de ça, Bagger. alors là, c'est pas Lino. La légende de Ah, Baggervance, pardon, en fait. excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave, Pierre. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Je te dis, on a tous le Euh, droit à l'erreur, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, du euh, coup, la légende de Baggervance, en fait, c'était mon préparateur mental de l'époque, Pascal Auger, c'est en vrai. fait, qui m'avait conseillé de regarder ce film parce qu'il faut savoir quand même que le golf et le tir sont très proches, hein, dans les approches, justement, dans le swing.
Et du coup, Ouais. j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Et pour la préparation de Londres, j'ai eu un cadeau de mon mari qui m'a en fait une synthèse de plusieurs films que j'adore, dont Les Chariots de feu, dont les différents Rocky aussi, où j'ai trouvé aussi de l'inspiration à travers ces films, et La Légende de Bagger Vance. Et en fait, il m'a vraiment sélectionné et mis bout à bout quelques phrases bien identifiées qui m'ont permis vraiment de me mettre. Donc c'est pour ça, tu vois, dans une bonne préparation en fait pour affronter, on va dire, cette épreuve des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que quand je disais tout à l'heure que c'est un tout, hein, c'est une équipe, ben là ça en fait tout à fait partie en fait. Et c'est vrai que je l'ai regardé encore et ce petit film, et il m'a vraiment permis d'aller chercher au fond de moi tout ce qu'il y avait de plus puissant, de plus fort et de bienveillant pour réussir à me relancer et aller chercher cette médaille. Et d'ailleurs, j'ai mis mon fils au golf Ouais. pour le Ben, début. Comme il est pour, petit, pour tout te dire, moi, j'ai mis personne, mais ma petite fille, je voulais qu'elle fasse du tir, mais elle fait du golf aussi. Alors, bon, voilà. bah écoute, Mais hein, bon, pourquoi il pas? faut ce qu'il veut. Il faut ce qu'il veut. Pour lui qui Exactement. prenne du plaisir. Hein, Voilà. pour lui qui prenne du plaisir. Jean-Pierre, qui est là quand même, il faut que je te fasse parler quand même, parce que toi, cette période, enfin bon, évidemment, hein, Delphine, c'est la prunelle de tes yeux, bien sûr. Elle n'aurait pas fait de sport, ça aurait été pareil, mais toi, dans cette période, tu as vécu ça comment parle-nous un peu de Delphine, je veux dire, côté pas, quoi, côté entraîneur et générateur de passion et puis accompagnateur, sponsor, enfin tout, tu as tout été au début et puis toujours, quoi. Hein. Dis-nous quelques mots quand même. Oui, ben, je vais dire quelques mots. Bon, j'ai ma fille qui, bon, bah, faisant des ballots de paille, me suivait toujours. Hein, Hmm. et donc, je vais raconter encore cette fameuse histoire de 410. Gagnant un 410, je lui ai dit, ma fille, est-ce que tu veux tirer? Donc, ça lui a tout de suite plu. Hein, après, Hmm. donc, je vais pas revenir, ça a été le vin, ça a été mon fusil. Le jour où elle m'a dit, papa, je veux faire du tir. Alors là, j'étais un peu dur, voire très dur. J'ai dit, écoute, ma fille, si tu mets le doigt dedans, tu vas en haut de l'échelle. J'ai dit, sinon, c'est pas la peine. Et arriva ce qui arriva. Donc, Euh, je le montre pas. Je le montre pas. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ma fille. J'en parle pas parce que je suis très, très, très fier. je me Parce doute. qu'elle a, elle a fait des choses que beaucoup de jeunes filles n'auraient pas fait. Hein. Parce que ça a été que les entraînements, les sorties, c'était pas de sortie, enfin, c'était plein de choses. Hein. Donc, je vais revenir sur les 2 ans, je pense, avant Sydney. Les fameuses, tous les soirs, c'était vélo, 20 km, 25 km tous les jours. Hein. Elle en a bavé, j'en ai fait baver, malheureusement. Mais je suis très, très, très fier de ma fille. Maintenant, je peux le dire. Hein, elle a arrêté le tir. Maintenant, j'en parle. Hein. Avant, j'en parlais jamais. Je voulais pas qu'on se dise, tiens, c'est le père de la vice-championne olympique, il se la pète, tout ça. Et je suis pas un monsieur comme ça. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, quand on me parle, je suis très fier et des fois, une petite larme me vient sur l'œil. Voilà. Voilà. Hein. Mais pour en Tu es revenir, tu es malheureusement condamné à ce qu'on te parle que tu es le père de Delphine. eh oui, eh oui, Et, eh oui. et crois-moi, je te connais un petit peu, tu dois en être très fier. Mais tu dois être surtout fier. Ta fille a une carrière sportive énorme,
Mais moi, depuis que je discute un petit peu avec Delphine pour préparer ça, je crois que ce que tu peux surtout être fier, c'est d'avoir fait une femme avec une dame, une femme, un être humain de grande qualité. Parce que son implication dans beaucoup de causes, son implication, ça réussit au niveau du travail, ça réussit au niveau familial. On voit la famille de créer avec son mari et son fils adorable, Delphine. Je veux dire, c'est un exemple pour beaucoup de choses. Donc, je pense que tu peux être fier. Et elle peut être fière d'avoir un pas comme toi, parce que, effectivement, comme on disait, les chats pas des rats. Et puis, tout ce que tu dis j'ai été un peu dur, un peu ci, un peu là. Ça s'appelle l'éducation. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, aussi bien Delphine que toi, vous allez faire rougir au-delà du résultat obtenu. Et je vous tire mon chapeau, sincèrement. J'appréciais Delphine avant de préparer ce live, et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai un profond respect pour elle. Voilà. Et je le dis sans vouloir, comment dire, faire plaisir à quiconque. Je sais vraiment ce que je pense sincèrement. Sincèrement. Mais je vais rebondir sur une chose que tu disais, Pierre. C'est cette fameuse transition de junior-senior. C'est vrai que vous connaissez énormément de jeunes tireurs arrivés à cette époque de changement. Le soutien est vraiment très très important, parce que quand on saute de catégorie, qu'on laisse tomber. Moi, j'en ai connu beaucoup qui ont arrêté complètement. Et ça, je trouvais pas ça tout à fait normal. Ouais. Voilà. J'arrive pas à me rappeler de son nom, mais Delphine va me le rappeler. J'ai cité un jeune qui était un junior très 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 brillant, qui a eu des résultats fantastiques, qui était très très doué. Tu sais, on en a parlé. C'est Damien Hichard, Damien Hichard, qui est un gentil garçon en plus, un gars qui travaille dans les terres, qui a une forme physique, voilà, et puis un esprit et tout ça. Et puis ce gamin, bon voilà, il a passé junior, et puis il s'est laissé, il s'est senti complètement délaissé. Aujourd'hui, il a arrêté le tir, et ça me fait beaucoup de peine, parce que je n'ai plus de relation avec lui, enfin de relation, je m'entends, j'entends plus parler de lui ni rien, mais c'est le dernier exemple qui me vient. Il faut pas les laisser tomber, ces jeunes, parce qu'on sait que d'abord les évolutions sont différentes. Il y a des gens qui ont des évolutions rapides, lentes, mais voilà. Et si on avait parlé de ça avec Delphine, c'est parce que, bon, je vais reparler de Jason Pico. Pour moi, c'est un garçon qui est très très doué, mais au dernier championnat du monde, je crois, excuse-moi Jason si tu nous écoutes, je ne me rappelle plus exactement, je me rappelle d'une réflexion que m'avait fait Jason, qui est adorable. Il m'avait dit, oh putain, mais tu comprends, à partir de l'année prochaine, je suis plus junior. Et j'ai senti une détresse chez ce garçon, parce que, bon, il a un potentiel pour devenir un des tout grands, et il ne faut pas le laisser tomber, quoi. Voilà, c'est important. Voilà. Hein, ok. Delphine, est-ce qu'on a, globalement, on a fait pas mal de... Ah oui, je vais quand même donner une anecdote. Ouais, vas-y. D'un ami à toi qui s'appelle Thierry Souriceau, et qui m'avait dit, j'ai une anecdote. Et au début, l'anecdote, je dis, bon... Et puis pour finir, à force tu vois, je discutais avec toi et tout, cette anecdote, pour finir, elle n'est pas peu importante, parce qu'elle dénote ton caractère. Ouais. Pas seulement ton caractère, mais il y a les papas, mais il y a le petit aussi. Rappelle-moi son prénom. Valentin. Valentin, parce que Valentin, c'est pareil, les chats font pas des rats. Il est pas mal. Bon, alors, il m'a raconté que vous aviez passé un week-end en famille avec sa famille à Thierry et Étienne. Et puis, il se trouve que le petit Valentin, c'était au bord du bassin d'Arcachon.
Et puis, il avait jamais vu, d'abord, je crois, le sable, Ouais, la ouais, mer, et puis, surtout, des crabes. c'est ça. Et alors, il y avait la marée était basse, et puis vous étiez en train de déjeuner pique-nique, hein, au moment où on pouvait encore, parce que et puis le petit Valentin était là, et puis il a vu des crabes. Il se trouve qu'il t'appelle, et puis vous étiez tous en train de manger, et puis toi, tu y vas. Puis toi, apparemment, toi non plus, les crabes dans le bassin, tu n'avais pas vu. Puis, à ce qui paraît que tu t'es tellement focalisé là-dessus avec le petit que vous êtes parti, et puis au bout d'un moment, eh bien, ils étaient là, et puis vous étiez parti à la pêche au crabe, et puis vous vous intéressiez plus à rien, juste qu'il fallait attraper des crabes. Quoi, voilà. Et après, à la fin, quand j'ai réfléchi, je me dis, mais cette anecdote de Thierry et de son épouse, hein, je ne me rappelle plus son prénom, dis-moi le prénom de Dominique, l'épouse de Thierry, son prénom. de Dominique, hein, c'est pas. C'est quelque chose de significatif. Parce que même là, eh ben, tu avais pris, hop, hop, et puis il te fallait des crabes, il te fallait machin, truc, et voilà, tu t'étais focalisé, comment, truc. C'est ça, Donc, exactement. Et on est parti loin, loin, loin. ouais, ils avaient même la trouille, parce que, et donc, c'est ça, tu sais pas faire grand-chose si tu ne peux pas te passionner, quoi, en réalité. C'est ça. Tu es obligé de te passionner. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ce qui te caractérise le plus. Est-ce qu'on a oublié un certain nombre de choses dans Bah, cet écoute, entretien? si on peut partir d'une autre chose, c'est que tout le monde me dit à chaque fois, ça peut faire partie d'une anecdote. Oh là là, tu dois avoir une super vue, franchement, pour faire du tir. Bah, je dis, bah non, je suis myope et astigmate. Et en plus, je converge pas. Donc du coup, j'utilise qu'un œil au lieu de. Ça veut dire que même le handicap peut devenir une force. Donc, Absolument. peu importe le handicap qu'on ait, euh, il faut juste s'attarder sur le fait qu'on peut en faire quelque chose de fort. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote supplémentaire, on va dire, Ouais. sur ma vie, qui n'est pas la meilleure qui soit. Ah, ok. Est-ce qu'on peut considérer que si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui débutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je sais bien que c'est une question un peu bateau, mais enfin, pourquoi pas? Bah, Qu'est-ce que tu leur dirais? moi, je leur dirais juste qu'il faut jamais rien lâcher. En fait, à partir du moment où on s'est fixé un objectif, on doit se mettre au service de l'objectif et donc on doit mettre tout en place pour l'atteindre. Donc, si vous voulez quelque chose fort, eh ben, donnez-vous les moyens de l'obtenir. Voilà. En toute bienveillance, bien sûr. Et comme tu m'as dit lors de l'entretien de préparation, que les gens arrêtent de se poser la question de savoir ce que les autres peuvent faire pour eux, mais qu'ils prennent leur carrière en main et puis que ils n'attendent pas que tout leur tombe tout Non, cuit non, effectivement, d'un coup. la vie, elle est faite de combats, de jolis combats, mais à un moment donné, enfin, il faut être capable de se prendre en main, d'être, comme tu disais, son propre capitaine, et puis d'aller chercher les ressources qui permettront de tendre l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a parfois des tempêtes et puis il y a des super beaux coups de soleil. Et il faut vivre ces coups de soleil à fond, mais il faut aussi apprendre dans la tempête pour être meilleur la fois d'après, tout simplement. Ok, Delphine. Mm. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes de bonheur, on peut le dire. Merci Jean-Pierre également Mais je t'en prie. De toute pour façon, nous avoir accordé oui, ces minutes de ton temps. Euh, J'espère qu'on pourra se voir prochainement sur Oui, les pas de tir et que la j'espère. situation va s'améliorer parce que malheureusement, on vit un petit calvaire à tous les niveaux, pas seulement au niveau du tir, mais on espère tous vraiment que tout ça va aller mieux et puis qu'on puisse se revoir prochainement pour vivre pleinement notre passion. Et puis, ça sera toujours avec le plus grand plaisir
je discuterai avec toi, Delphine, parce que chaque fois que nous sommes en train de discuter, je m'apprends tout le temps et ça a été vraiment un grand plaisir de dialoguer avec toi. Plaisir Vraiment. partagé, Pierre. Merci encore. Et en plus, suis-moi un tout petit peu parce que normalement, si tout va bien, parce qu'avec ces histoires de Covid et tout, Ouais. je recevrai une de tes. J'ai déjà reçu la première de tes idoles et puis la deuxième, normalement, fin avril, D'accord. si tout va C'est bien super. encore. Gianni Pelliello sera notre invité. J'espère que. Mais... Bon, évidemment, il y a des problèmes techniques un petit peu différents parce qu'il y a la traduction, tout ça. Donc, il faut qu'on le prépare Oui. très, très bien. Voilà. Voilà. Et puis, Bonne. juste, Oui. Pierre, image de la fin, tu sais, je te l'avais. Ah Voilà. Oh, mais tu sais, ma sénilité Voilà. naissante fait que, voilà, un beau cadeau de Delphine et la médaille des Jeux Olympiques de Londres. On la voit pas, elle était à moitié là, mais là, bien, de l'autre côté. Non, de Alors, l'autre, de l'autre, de de l'autre l'autre, côté, de l'autre. pardon. C'était belle Voilà. médaille entre le papa et la fille, Delphine et le papa. Voilà, c'était belle médaille. Il n'y en a que 34, tu sais, qui ont ramené Ouais. ça des Jeux Olympiques de Londres. Et puis, oui, ça te fait rentrer dans l'histoire des sportifs français. Hein. Voilà. Ok. 3 participations aux Jeux Oui, Olympiques et 2 médailles c'est à ça. 10 ans d'intervalle. Chapeau, championne, chapeau. À très bientôt. À très Et merci bientôt, Pierre. encore. À De bientôt. rien. À bientôt, Pierre. À bientôt. À Salut. bientôt. Au revoir. Salut.